Je vous propose une interview comment sur le modèle coopératif. Et on va commencer avec Eric. Comment on définit une coopérative? Alors, je me suis dit, en étudiant un petit peu la question, jusqu'où on peut remonter. Parce que je lui ai donné avant quand même, parce qu'il fallait qu'il se prépare. Jusqu'où on peut remonter. Et je viens de terminer un excellent bouquin que je conseille à tout le monde qui s'appelle « Sapiens ». Ne me demandez pas le nom de celui qui l'a écrit, c'est un Israélien, il a un nom à rallonge, c'est épouvantable à retenir. Mais ce type-là fait une petite histoire de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier fait historique que l'on a, c'est l'écriture qui naît dans l'Empire mésopotamien il y a environ 5500 ans. Et cette écriture, sais-tu pourquoi elle est née? Non. Elle n'est pas née pour raconter des histoires, ou celle de l'Empire mésopotamien, ou celle de ses premiers rois, mais pour comptabiliser. Pour comptabiliser le fruit du commerce, pour comptabiliser le montant des impôts collectés, pour comptabiliser finalement et pour regarder comment fonctionne la société commerciale mésopotamienne de l'époque. Et donc la coopérative, c'est cette action finalement de coopérer qui vieillit comme le monde. Je suppose qu'avant les premiers signes de civilisation qu'est l'écriture, il y avait déjà des coopérations. Alors évidemment, ça a été charté en 1947 par une loi qui a évidemment écrit les règles de base. La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leurs efforts communs et la mise en place des moyens nécessaires. Bon, voilà, ça c'est la définition officielle. Dans la réalité, nous on la vit avec Michel Édouard dans nos coopératives. C'est quand même travailler ensemble, construire des cathédrales ensemble, faire des choses que seul on ne peut pas faire, et puis c'est tout. Michel, comment tu définis le modèle coopératif? Je le définis étymologiquement. Ça veut dire partager le travail. Alors, c'est quel que soit le secteur, ça peut être dans l'industrie, la banque, l'assurance, la distribution. Ça peut être même dans le monde artistique. Il y a des coopératives qui produisent des collectifs, des œuvres collectives. Et puis, je crois que il y a deux grands types de coopératives. Il y a la coopérative qui travaille pour ses propres adhérents et il y a les coopératives qui travaillent pour les usagers. Les usagers pouvant être les travailleurs, une SCOP. Et alors, Leclerc est une coopérative de moyens qui travaille pour ses adhérents, mais par rapport aux coopératives de consommation, n'était pas une coopérative qui, dans son statut, a pour objet social le consommateur. C'était un peu comme une coopérative d'armement. Et c'est la raison pour laquelle on a deux pieds dans les centres Leclerc. On a une association qui porte la marque, qui porte la charte et qui est préalable à la création des sociétés exploitantes qui adhéreront à la coopérative. Donc qui est l'ACDELEC. Qui est l'association des centres distributeurs Leclerc, dont les statuts sont vétustes. C'est 2 pages faites sur un bout de papier par mon père, probablement par Jean-Pierre Leroc à une époque, et un cadre qui s'appelait Étienne Drapeau, et ils ont bâti le fondement de cette association. C'est une association de personnes physiques, qu'on dit loi 1901. Avant d'avoir le droit de porter la marque Leclerc et de l'exploiter, on adhère à cette association en tant que personne physique. Et la coopérative est une société de moyens qui se veut le bras armé de cette association, le bras opérationnel de cette association. Et donc, pour rectifier un petit peu ce que tu as dit au moment où je montais l'escalier, je n'ai jamais été président de la coopérative des centres Leclerc. J'en ai été un des dirigeants, mais j'en ai jamais été mandataire social parce que je n'ai jamais exploité un magasin et que mes sociétés n'ont jamais été adhérentes de la coopérative. Pour être précis, ça a longtemps été coprésident de l'ACDELEC avec ton père. J'ai été dirigeant du GALEC, j'ai été dirigeant et créateur de la CIPLEC, qui est une autre société de moyens pour les importations et le pétrole. J'ai eu des mandats sociaux à la SCAMARC au moment de sa naissance. Mais en fait, je n'ai été élu, si je puis dire, qu'au sein de l'association, en tant que fédérateur des hommes, et c'est à ce titre que je suis président de l'enseigne Leclerc, mais aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de fonction exécutive et je n'ai pas de mandat social, je n'ai plus de mandat social dans la coopérative des centres Leclerc.
Donc une coopérative, Elle a toujours été dirigée par un exploitant. Donc, Elle a toujours été présidée par un exploitant. de manière statutaire, c'est comme ça. De manière statutaire, et je pense que c'est toute coopérative d'ailleurs. Hein, Sur le principe. oui. De manière plus générale, donc, on entend une coopérative, c'est une association de moyens. Il y a des adhérents qui sont à la fois apporteurs d'une force commune et qui viennent rechercher des moyens qu'ils ne peuvent pas avoir seuls. Comment on assure l'engagement des adhérents dans une coopérative? Parce que sinon, c'est un simple guichet. Or, a priori, c'est quand même une nuance sur laquelle, historiquement, vous avez toujours tenu à marquer la différence avec d'autres formes de commerce. Alors, pour nous, chez Atoll, je peux parler qu'au nom de la coopérative Atoll, c'est celle-ci que je connais le mieux depuis plus de 20 ans que j'y suis. Quand il y a 3 ou 4 ans, en 2013-2014, il y a eu une catastrophe sur le marché de l'optique. On a commencé de parler des opticiens en des termes peu amènes. Ça, au niveau du moral des associés, ça a été absolument terrible. Et vraiment, ça a mis à mal le moral de nos associés. Et il fallait les remotiver autour d'un véritable projet coopératif. On a lancé l'an dernier, pour construire notre plan stratégique pour les 4 ans qui viennent, une co-construction de ce plan stratégique. On a mobilisé ainsi 40 tables rondes d'une douzaine, une quinzaine de personnes qui ont été animées exclusivement par les administrateurs, dont certains sont ici présents et je remercie de leur présence, qui se sont mobilisés pour motiver, faire adhérer les opticiens. Ils ont été environ 400 à venir à ces réunions, à construire le portrait chinois d'Atoll tel qu'ils le voient pour les 4 ans qui viennent, à s'investir. Ensuite, on a sondé le reste du réseau qui n'était pas là. Et à partir de ce travail de collecte des informations, de remontée de ces informations, on a mixé ça avec les impératifs marketing, évidemment, du marché. Et on a sorti un plan stratégique qui était réellement co-construit avec une majorité d'associés. Donc, ça, en gros, pour les faire s'engager, c'est on leur donne le crayon et ils écrivent la recostrate, où ils participent à l'écriture. Ils participent. Et surtout, il faut qu'ils participent à un grand projet. Ça, je pense que si on les avait motivés pour leur dire, bah, tiens, quel est le logiciel informatique de demain, on a travaillé là-dessus. Mais ça, c'est qu'une petite partie. On leur a demandé ce qu'était pour eux le professionnel de santé opticien qu'ils voyaient pour demain, en étant certain de réussir dans cette mission pour les 4 ans qui viennent. Et quand on a 400 qui participent sur un total de combien vous avez d'adhérents en tout chez Atoll? 650. Voilà, donc en gros 2 tiers. Voilà, 2 gros tiers. Enfin, c'est pas tout à fait ça, parce que dans les 400, il y avait des bras droits d'adhérents. Donc, disons qu'il y avait un petit peu la moitié des associés qui ont participé à ces réunions. C'est le signe d'un engagement qui est suffisant, qui est satisfaisant, ou que finalement, il y en a quand même la moitié qui sont là dans une relation un peu de guichet et je viens chercher des prestations normal. sans Enfin, m'impliquer. je ne sais pas comment c'est chez On va lui demander après. Mais il y a toujours les 20% qui tirent, voilà, et qui sont hyper moteurs. Il y en a 40% qui adhèrent, et puis il y en a le reste qui parfois freinent ou avancent. Il faut sortir un petit peu la carotte, le bâton, enfin bon, voilà. Donc mais ça, maman était dans un conseil municipal d'une petite ville, et elle me disait la même chose, que finalement c'était une minorité qui bossait, une majorité qui soutenait. Est-ce que chez Leclerc, Michel, on peut être adhérent sans s'impliquer dans une fonction commune? Parce que c'est une forme d'engagement, oui, parce que c'est ça. Oui, parce que globalement, tout le monde participe ou pas? Comme dirait un vieux compagnon de mon père, qui est toujours vert, mais plus en exercice opérationnel, mais que beaucoup ici ont connu. Il doit s'appeler André Jo et il est à Laval. André Jo, il vous dira, il y a toujours des pré-retraités qu'il faut aider d'ailleurs à partir bien à la retraite. Et il y a toujours, dans toute société, dans tout groupe, il y a des gens qui viennent chercher. Et bon, dans le mode de Leclerc, c'est pas facile de se planquer. C'est pas facile de se planquer parce que on répète l'engagement à tous les niveaux. C'est-à-dire, paradoxalement, d'ailleurs, on est plutôt une pyramide inversée. C'est-à-dire que le modèle est dupliqué dans toutes les sociétés de moyens, mais au niveau national, au niveau international, jusqu'à Copernic, et au local. Et je pense que c'est le local, en tout cas le régional, qui alimente le plus l'engagement. Alors justement, là aussi, pour surfer sur ta question c'est comment on assure l'engagement.
j'ai eu beaucoup de plaisir. Et en même temps, j'étais assez perplexe, justement peut-être 10 fois devant Emmanuel Macron, Emmanuel Brottes ou M. Lasserre, pendant le débat sur la loi Macron, pour lui dire que cette question était mal posée. Toi, tu fais pour que je réponde, mais eux, c'est parce que ils avaient une vision de la coopérative qui était une vision hiérarchique, verticale. Et donc la question, c'est comment les adhérents s'assurent de la continuité de leur société de moyens, de la solidité de leur société de moyens, de l'efficacité de leur société de moyens. Et donc la réponse à cette question, elle n'est pas que en termes de pouvoir. Bien sûr, ne soyons pas naïfs, un rouage n'est pas autonome en lui-même. Et donc il faut simplement s'assurer de ce que le système produise de l'efficacité. Et à partir du moment où il produit de l'efficacité, on s'assure de l'intérêt à agir collectivement. Et donc c'est ça qu'on vérifie toutes les semaines. Toutes les semaines, tous les adhérents Leclerc, les fous de travail comme les pré-retraités se retrouvent tous les jeudis dans leur coopérative régionale, sans compter tous les liens qui les amènent à être ensemble, y compris dans la vie de loisirs. C'est un côté compagnon de chez Bouygues, compagnon du Minoran, je me souviens bien, j'avais fait un stage étudiant. Au niveau national, le lundi et le mardi, au siège des centres Leclerc, on fait le plein. On fait vraiment le plein, non seulement des adhérents, de leurs conjoints, conjointes et de leurs cadres. Donc, il y a beaucoup. Tous les mois et demi, nous avons une assemblée générale. Tous les semestres, il y a des séminaires thématiques qui reprennent les mêmes, répartis sur ces séminaires. Et toutes les sociétés, même qui seraient anonymes de par le fait qu'elles étaient sociétés anonymes quand on les a rachetées, comme Carmenet, fonctionnent en mode coopératif. Donc, à l'heure d'Internet, où les amis, on les fait souvent de manière anonyme et non amicale, et sans chair et sans passion sur la toile, aujourd'hui, ça surprend tous les observateurs étrangers, tous les observateurs d'ailleurs, y compris très jeunes du mode start-up. Nous vivons aujourd'hui, au contraire, en réunion permanente, en assemblée permanente, ce qui nous évite au fond d'avoir à créer des systèmes d'information par-dessus le marché, par-dessus nos réunions. Et au fond, c'est ça le lien, le ciment, c'est l'intérêt à agir, et pour le définir, la comparaison du ressenti avec l'ensemble des collègues fait en permanence, en direct, online, avec les autres collègues. Ça, c'est quelque chose qui est assez commun, Eric, aux enseignes alimentaires, c'est-à-dire on a sa société, son magasin, et en parallèle, on a quasiment une obligation de fait d'implication et d'engagement sur un moyen de la coopérative, quel qu'il soit, chacun a ensuite sa spécialité. Est-ce que ça fait rêver? Est-ce que c'est spécifique à l'alimentaire parce que les entreprises sont tellement importantes qu'elles peuvent se permettre de dégager du temps pour le chef d'entreprise? Est-ce que finalement, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, malgré tout, quelle que soit la taille de son affaire? Il faut tendre vers cela, il n'y a pas de doute. Simplement, le problème auquel on est confronté dans des coopératives de commerçants chez nous, on fait en moyenne 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel par point de vente. Bon, donc ça veut dire 2 personnes et demie, 3 personnes maximum dans le magasin. Donc avec des amplitudes horaires qui sont importantes. Et nous, on se heurte par rapport à l'implication physique. Bah oui, quand j'ai invité Tête Carré à nous rejoindre, qui va venir tout à l'heure, voilà, quand je l'ai invité à me rejoindre au conseil d'administration, la première chose qu'il m'a dit, j'ai pas le temps, Eric, je peux pas, j'ai 2 boutiques à faire tourner, je peux pas comme ça. Bon, finalement, j'ai insisté, et il a accepté de venir. Vous verrez, il a des choses intéressantes à nous raconter, mais voilà, nous on se heurte à un problème de temps, et moi-même qui occupe les fonctions à la fois de la FCA, de la présidence d'Atoll et de mes 5 points de vente, je vous assure que je travaille tout le temps.
Mais il faut tendre quand même vers là, c'est ce que j'entends. Il faut tendre vers cela. Mais c'est une affaire de passion, après. Je pense que alors, tout le monde ne peut pas s'impliquer à la même hauteur. On est tous passionnés à des niveaux différents. Mais moi, je trouve que l'une des plus belles choses qui puissent nous arriver, c'est de faire de son travail une véritable passion. Du coup, on ne compte plus son temps et on s'investit. Restons sur l'engagement. Ouais, Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Eric. Je pense que une vraie coopérative, une coopérative efficiente, ça suppose une histoire, ça suppose un apprentissage et ça suppose une sorte d'ascèse. Et dans cette salle, je pense que je suis un de ceux qui maintenant ont le plus la vision rétrospective d'où je viens, enfin, hein, en tout cas par rapport à toi qui est encore en culotte courte et tu as l'air d'un étudiant. Il a l'air d'un étudiant pas fini là. Ça c'est fait. Ça me fait super plaisir à 52 ans de s'entendre dire cela. Ah, t'as quand même 52. J'ai 52, je suis né de 65. Et en fait, je vais vous laisser, les gars. Vous me paraissez beaucoup trop vieux. J'ai connu cette période, même enfant, de mon père et de ma mère, essayant de fédérer les premiers centres Leclerc qui venaient, qui étaient des commerçants qui auraient fait faillite sans mes parents, des gens qui venaient chercher une bouée de secours, des représentants de commerce qui voulaient en tâter plus que vendre pour compte d'eux. C'était très hétérogène et mon père n'arrivait pas à n'être autre chose vis-à-vis d'eux qu'un statut qu'un grossiste. Pendant très longtemps, les adhérents Leclerc portaient le panneau sur Leclerc, étaient de bons Leclerc sur le plan du magasin de vente, mais utilisaient mes parents comme des grossistes. Un guichet, en fait. Comme un guichet. Hein. D'ailleurs, la première Scarmore n'est pas une elle s'appelle pas Scarmore, c'est pas une coopérative, c'est un entrepôt fait par mon père, c'est un entrepôt de gros. Après, dans la scission Leclerc et Intermarché, dans le débat, il y a bien la participation collective à l'organisation à un moment où les gens, où les adhérents Leclerc ont un doute. La grande partie, ceux qui vont suivre Jean-Pierre Leroc, n'ont pas suffisamment confiance en eux, ni en leur organisation, et peut-être mon père avait sous-estimé cette organisation, mais ils n'avaient pas suffisamment confiance pour relever le défi des gros supermarchés, de la famille Paul Louellet, etc., et surtout de l'arrivée de Carrefour à ce moment-là. Donc en 69, les plus gros Leclerc, les plus grands Leclerc, André Jo, Michel de Quittard à Poitiers, les Perraudot Fourrage à Nantes, issus eux-mêmes du groupe EG, peu petit, disent on va apprendre ensemble. Donc la coopérative, c'est pas simplement travailler ensemble, c'est aussi apprendre ensemble. Michel Perraudot s'est mis à acheter du pétrole et des lubrifiants, c'est auprès de lui que j'ai fait mes armes et avec qui j'ai créé Siplec. Michel de Quittard, lui, travaillait sur l'alimentaire. André Jo a développé le secteur non alimentaire en apprenant, et c'est lui qui a fait rentrer Claude Hervé au Mans, qui dirigeait un magasin non alimentaire qui s'appelait Direct, qui vendait l'électroménager et tout ça, et qui a fait bénéficier à l'ensemble de la collectivité, à la Socamen et à l'Asca Ouest en premier, ça s'appelait l'Ascalo, de ses savoir-faire non alimentaires. Donc la coopérative a été le creuset, a été pour moi, c'est pas simple, l'efficience n'est pas simplement la capacité de négocier ou de faire de bonnes publicités, etc. Ça a été véritablement un vecteur de l'apprentissage. On a appris nos métiers ensemble. On ne savait pas faire nos métiers. Pas plus les grands salariés, les grands cadres, que les adhérents Leclerc. Avant que le premier ne fasse un rayon livre-disque, on ne savait pas comment acheter bien les livres et les disques et les vendre. Donc la coopérative, on n'adhère pas à une coopérative comme ça. On rentre dans une coopérative et on fait vivre sa coopérative, on la fait grandir et on la maintient toujours en efficacité. Alors et ça, c'est ça qui est... dans les deux questions que tu m'as pré-posées, la première, c'est la gestion entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. Mais la vraie question, c'est d'entretenir la foi dans, cette nécessaire abnégation qui consiste à aller avec d'autres pour apprendre. Alors justement, sur l'intérêt collectif et l'intérêt particulier, est-ce qu'il y a des moments
où c'est difficile, avec votre casquette de président de ces entités-là, de concilier les deux? Je ne pense pas que ce soit difficile. Après, pour ma part, il y a une valeur d'exemple. Moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est-à-dire que dans un groupe comme celui de Michel-Édouard Leclerc, quand même, son papa a constitué un exemple, un modèle pour les générations qui ont suivi, pour tous ces associés mythiques que je connais de nom, puisque ma femme est de cette région. Mais clairement, l'exemplarité joue un rôle essentiel. Ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment de l'histoire d'un groupe, comme lorsqu'il y a eu cette scission entre Leclerc et Intermarché, effectivement, sur un marché, il y a des facteurs externes qui viennent bousculer les certitudes des gens. Et là, il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Et puis, il faut aller chercher, il faut trouver parmi les associés, les leaders d'opinion, ceux qui sont capables, par leur exemplarité, de dire aux autres, les gars, vous êtes fous, seuls on avance peut-être plus vite, mais ensemble on avance plus loin. Donc il faut accepter qu'il y ait des adhérents à deux vitesses, en fait, dans la capacité d'entraînement. Parce que ça revient à ça. Je ne sais pas si ce sont des adhérents à deux vitesses. Non, parce qu'il n'y a pas de deux vitesses dans un groupe coopératif. La notion d'égalité... Non, mais tu as dit qu'il y avait des adhérents plus moteurs que d'autres. Fatalement, il y a des personnalités plus fortes que d'autres. Donc quand tu as deux moteurs, tu as deux vitesses. C'est assez logique. Oui, bien sûr, mais par leur personnalité intrinsèque. Évidemment, il y a des gens, entre gens, ils ont de la personnalité. Quand ils parlent, tout le monde les écoute. Puis il y en a d'autres qui sont éteints. Et puis il y a ceux qui ont des résultats. Évidemment que quand j'ai un associé qui a 10-12 points de vente, qui cartonne, qui se développe sur un marché difficile, on l'écoute un peu plus que celui qui est seul dans une boutique qui périclite, qui se développe moins, donc, et qui pourtant a tout le temps la bouche ouverte pour sortir des énormités. Parce que nom égale une voix, ça doit être ça. Chez nous, on a ces débats, je les vois se reproduire d'année en année, hein, et c'est ce qui fonde la dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a des adhérents que j'ai entendu dire en assemblée générale, comme ça, sans trop se poser des questions, y compris pendant le débat sur la loi Macron. En fait, on est là parce que la soupe est bonne. Et on sera là tant que la soupe est bonne. Et donc, il faut que la soupe soit bonne. OK ? C'est du bon sens, c'est de la logique. C'est suffisant comme niveau d'engagement. Sauf qu'à un moment donné, il y a aussi un autre adhérent qui se lève et qui dit « T'as raison, mais la soupe, il faut la produire. Et si tu viens juste la chercher, c'est sûr que s'il n'y a personne pour la faire, c'est sûr que tu ne la trouveras pas. » Donc, en gros, c'était la réponse à Macron, parce qu'il avait repris ça. On lui a dit « En temps de faste, la soupe est bonne. » Et d'ailleurs, on a 65 ans de savoir-faire cette soupe chez nous. Mais quand vous êtes dans la crise, quand on a vu au Portugal ce que sont devenus les mouvements coopératifs, quand on a vu la crise qui a touché Eroski, par exemple, ou les mouvements coopératifs sur d'autres secteurs, bancaires, mutuels, etc., en Espagne, en Grèce et autres, qu'est-ce qui se passe pendant la crise? Si tout le monde se barre, on ne peut pas continuer à faire la soupe et on ne peut pas continuer à faire de l'efficacité. Et là, heureusement qu'il y a le contrat qui lie les gens, y compris dans la durée. Donc, dans cette loi Macron, il y a eu une sorte de vide intellectuel parce que le décideur politique ne voulait que paraphraser un système unique regroupant affiliation, franchise, coopérative, parce que ça permettait à la DGCCRF d'y voir plus clair et de ne voir qu'une seule forme d'organisation. Dans la réalité, ce ne sont pas les mêmes formes d'organisation. Elles produisent toutes une forme d'efficacité. Elles ont toutes leurs limites. Elles ont un avantage, un inconvénient. Mais le modèle coopératif, pour être efficace, suppose la durée. Et pour que la durée passe à travers les années de vaches maigres et les années de vaches grasses, eh bien, la forme contractuelle est quand même ce qui soude. C'est-à-dire, c'est ce qui transforme, ce qui, dans notre société aujourd'hui, qu'elle soit orale ou écrite, assure la longévité. Sur le principe, mais ensuite, il y a la longueur de cette durée, entre 5 ans et 20 ans, c'est pas pareil. Non, bien sûr, bien sûr. Et la durée du contrat, Michel-Édouard, la durée du contrat, ce qui est important, c'est que ces contrats, ils sont écrits par qui? Ils sont écrits peut-être par une structure, par les adhérents eux-mêmes. eux-mêmes. Et donc, c'est eux qui font accepter à tous,
quand même ce contrat. Donc le contrat, il est l'illustration de l'esprit qui règne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord pour dire qu'on va investir dans une plateforme qui va coûter 100 millions à Lyon et que donc ils font un contrat qui dure pour pouvoir l'amortir, effectivement qu'il est d'autant plus fort qu'il est écrit par tous. Par exemple, donc, je crois que j'avais utilisé cet exemple l'année dernière, mais donc la Socara, une des 16 coopératives des centres Leclerc, investit aujourd'hui. Bon, elle avait des entrepôts vétustes, pas adaptés à la taille de ses magasins, etc. Mais aujourd'hui, elle investit 180 millions. Elle investit 180 millions pour 15 ans. Ce sont les adhérents Leclerc eux-mêmes qui investissent dans un truc qui appartient à la collectivité, qui sera pour partie comptablement dans leur bilan, mais ils s'engagent sur un emprunt à 15 ou 18 ans, et probablement les exploitants qui continueront à rembourser cet emprunt seront différents, peut-être. Auront changé, etc. Donc il faut assurer la continuité de cet investissement vis-à-vis des tiers, donc il ne faut pas le déliter entre eux, parce que sinon ce sont ceux qui restent et qu'on ne connaît pas forcément, qui vont se retrouver caution, voire chargés du remboursement. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a la coopérative nationale, régionale, qui sont des sociétés de moyens, donc, dans lesquelles les adhérents s'auto-engagent, s'auto-épaulent. En fait, ce n'est pas que du travail partagé, c'est de l'investissement partagé. Mais ça ne dit pas la leclercité du projet. Donc c'est pour ça que chez nous, nous dissocions le contrat de l'association du contrat des adhérents entre eux dans les sociétés de moyens. Ils peuvent être dissociés. Un outil n'est pas forcément l'expression de l'enseigne, il est juste un moyen. Dans la logistique, on ne cherche pas à faire de l'outil logistique lui-même un adhérent Leclerc. Et de l'autre côté, quand bien même des adhérents s'en occupent. Et donc, ce qui compte, c'est ce double regard. Et je dirais que ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait après mon père, en méditant sur ce qui s'était passé dans les histoires différentes précédemment, j'ai fait en sorte qu'il y ait deux process de décision dans l'enseigne. Le premier, par exemple, au comité stratégique, dit l'intérêt commercial à agir ou à investir dans un projet collectif, le drive, le rachat d'une start-up, etc. Et le conseil d'administration de la CEDELEC, dont je suis le président, dit l'intérêt non seulement pour la collectivité de le faire, l'intérêt commercial, l'intérêt patrimonial, mais l'intérêt en Leclercité d'aller sur ce concept ou de faire cet investissement. Et il y a des moments où on dit, c'est peut-être dans l'intérêt patrimonial des adhérents de faire ça, mais ce n'est pas dans l'intérêt de l'enseigne. C'est peut-être dans l'intérêt des adhérents de développer tel concept, mais comme là-dessus, on ne fait pas la différence avec les concurrents et on ne dit pas en quoi on est Leclerc, on ne le fait pas. Ouais. Il y en a un qu'on a été obligé de faire comme ça, par exemple, c'est 1 heure pour soi, parce que les fournisseurs de parfums ne voulaient pas qu'il y ait une seule fois le logo Leclerc là-dessus. Probablement, on pourrait revenir aujourd'hui dessus, mais bon, le grand public a l'habitude de ne le voir qu'à l'entrée des magasins, etc., etc. Mais ça veut dire que les nouveaux concepts aujourd'hui, où on voudrait nous imposer de la distribution sélective, le conseil d'administration, et quand bien même le comité stratégique ou les coopératives voudraient les faire, le conseil d'administration de Leclerc rajoute sa touche aux critères de sélection, d'agrément. En gros, c'est une différence entre le principe et l'intérêt. Est-ce qu'il y a un risque sur le modèle, Eric ? Oui. Est-ce qu'il y a des risques, d'ailleurs, peut-être ? Oui, je pense qu'il y a plein de risques sur le modèle. D'abord, il y a des facteurs exogènes. C'est la loi, c'est l'incompréhension de certains acteurs qui veulent nous imposer des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et puis, le deuxième risque, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est la démotivation des associés qui ne voient plus forcément l'intérêt collectif et qui voient d'abord leur intérêt personnel. Et c'est là où il y a un vrai travail à faire de la part des
des équipes en place dirigeantes, c'est-à-dire des élus, des associés qui ont pris la main sur la Et ça, il y a toujours coopérative. danger quand la soupe est moins bonne, en fait. C'est à ce moment-là qu'on se demande... Oui, quand la soupe est moins bonne, mais comme disait Michel, mon voisin, cette soupe, c'est quand même nous qui mettons les ingrédients dedans, c'est quand même nous qui la réalisons, cette collectivité, et il est fondamental que tout le monde affronte ces risques en ayant conscience que ensemble, on va toujours plus loin, et que sur le long terme, ça paye d'être ensemble. Il y a des risques, Michel, au modèle coopératif ? Oui, d'abord... Au-delà de ce que Eric a pu évoquer, sur l'implication notamment. Oui, c'est ce dont je parlais avec M. Bancel dans un Thalys dernièrement, quand on invoquait le Congrès mondial des coopératives. Non, nous sommes pour la transparence, mais quand même aussi... ça a ses limites. C'est inouï. Mon prof de philo, Michel Serres, avait cette habitude de dire qu'il n'y a que les cons qui considèrent que la transparence est une vertu, surtout quand on est en mode combat. On n'imagine pas un général dire son plan de bataille, mon père disait ça déjà, et de toute façon, quand voulant bien faire, vous répondez même amicalement ou même intellectuellement à une personne de qualité sur votre déclaration d'impôt, sur des choses qui sont... plus ou moins transparente, mais que vous voulez faire apprendre, et vous dites les choses, vous la retrouvez après sur un tract de la FNSEA, ça se retourne contre vous. Donc la transparence, c'est vraiment une naïveté quoi, dans le système. Mais tu as raison aussi, c'est moi qui ai été formé à la science-fiction, ma génération, c'était quand même Van Vogt, Bradbury, Philippe Cadic et tout ça. La transparence, c'était une hantise. C'était la transparence à l'égard de Big Brother. Et quand aujourd'hui, je vois que pour lancer nos sites internet et nos réseaux sociaux, Facebook nous propose d'acheter les contacts avec les salariés de la FNAC qui fréquentent aussi un Leclerc et qui achètent plus de livres et qui vont aussi au cinéma. Enfin, je veux dire, juste à un moment donné, on va nous donner les noms quand même. Tu vois, donc tu te dis que c'est appliqué à toi et on est déjà dans le système. Et juste pour terminer là-dessus, est-ce que la transparence dans la coopérative, pour le coup, oui, est une obligation, malgré toute la limite intellectuelle que j'ai entendue sur le principe de la transparence? Exemple sur la transparence des coûts. Oui, non, la coopérative est transparente vis-à-vis de ses membres. La question est de savoir si elle doit l'être à l'égard de la DGCCRF. Là, je parle des membres. Donc je plaide pour le premier, pas pour le second. Ça, on l'avait un peu compris. D'abord, il faut qu'ils aient la justification de leur emploi, donc comme ils viennent chercher, qu'ils fassent le boulot, ne le rapportons pas sur un plateau. Et comme en plus, ils ont déjà des clés d'interprétation, c'est même pas la peine d'avoir non plus cette naïveté que de leur donner les armes qui vont se retourner contre nous. En ce moment, c'est incroyable. Et tous les groupes de distribution, de toute façon, ils sont passés et jetés en pâture médiatique, donc c'est clair. Non, donc c'est difficile, je réponds à ta question, c'est difficile. D'abord parce que la coopérative, en gros, on va dire, la marque plus la coopérative, la promesse de la marque bien entretenue et les sociétés de moyens bien efficaces pour entretenir la promesse de la marque, ça va faire de nous, dans les 2 ans qui viennent, le premier distributeur français. Hein ? Donc d'où on vient, on en avait parlé dernièrement, d'où on vient, et je me rappelle de la fusion Carrefour-Promodes, où un certain nombre de tes collègues disaient « les indépendants, c'est fini ». Moi, je suis assez fier, non pas pour la ramener, mais pour dire c'est la 2e fois qu'on s'en sort. La première fois, mon père a sauvé des milliers de commerçants, Jean-Pierre Leroc, Jean-Claude Jaunet, etc. On a sauvé des gens qui, au lieu d'aller vers Gérard Nicou, le père Le Pen, qui était là déjà il y a presque 50 ans, etc. Nous, on leur a donné une raison en s'organisant, en ayant... Et la deuxième, c'est quand Carrefour est arrivé, un effet très fort, avec cet effet panique. Et je dirais, ma génération, un peu plus jeune, Serge et Cotillard et les autres Intermarchés, ont réussi. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Hein. Donc, le modèle coopératif, le modèle associatif, je n'étends pas au secteur bancaire et autres, il est formidable pour qui accepte ces règles. Après, on a ses limites, nos limites. Le crédit mutuel, les grandes coopératives agricoles,
je pense, aucune coopérative de distribution en Europe n'a fait ses preuves à l'international. On n'y arrive pas. Inter s'est ramassé des gamelles en Allemagne pendant des années et a mis du temps à panser les plaies. Et c'est probablement nous qui sommes le plus présents à l'international, mais on est un petit joueur à l'échelle de Carrefour, d'Auchan, de Casino et bien sûr de Tesco. Pourquoi ? Parce que nous savons, dans la coopérative, bien partager ce que l'on sait partager. Nous savons être transparents avec les gens avec qui on partage. Et dès qu'on est à 3 heures de vol et que l'autre collègue, quand bien même il nous ressemble, est plus un cousin qu'un frère, voilà, ça marche moins bien. Donc c'est la limite. Hein. Donc il faut sans doute repenser le modèle. Il y a quand même un exemple, c'est Intersport. Intersport International, qui est le premier distributeur mondial d'articles de sport, et qui est une coopérative en France et qui est une coopérative à l'échelle internationale. Donc c'est quand même. C'est vraiment une coopérative à l'échelle internationale ? Oui, voilà. La réponse, c'est Alexandra qui l'a. Oui, moi, j'avais retenu ça. Elle n'a pas le choix de dire oui. Elle ne franchise pas sa marque ? Dans certains pays, si. Eh, si. Ah oui, oui. Alors, nous, d'accord. C'est la limite de la comparaison. Nous, on s'était refusé à ça, et même à l'affiliation était une dérogation, et probablement la revisitation du modèle nous amènera à lever le dogme. Hein, d'accord ? Et la deuxième chose aussi, c'est oui, c'est difficile en permanence d'avoir à arbitrer, mais c'est la réalité quotidienne, et c'est mon job aujourd'hui, ou le job d'un groupe d'adhérents qui se dédie à ça, c'est d'arbitrer entre l'expression même très forte d'intérêts patrimoniaux individuels qui vont amener du chiffre, qui vont amener de l'efficacité, qui vont amener de l'image, mais qui peuvent déséquilibrer la dynamique de la croissance collective. Mon père exprimait ça à l'époque en disant « Je ne veux pas d'un système succursaliste à l'intérieur du système coopératif. » D'accord ? Et d'ailleurs, les succursalistes, ou ceux qui voulaient mettre leur nom, ou qui voulaient créer un système succursaliste à l'intérieur de Leclerc, sont partis jusqu'au milieu des années 90, à Bissira, Cambou, et puis bien avant, les Lemaire de Guay, les Montlore. On est parti très bien. Ma mère est toujours la marraine d'un de ses enfants, etc. Mais voilà, ça fait partie, ça, des difficultés du mode coopératif. Il y a aussi cette idée que autant c'est bien de regarder l'assiette de son confrère, autant se remémorer en permanence l'assiette de ses parents ou des parents de ses collègues, ça déstabilise énormément. Donc je procède par métaphore, mais donc c'est vrai que les temps ne sont pas les mêmes, surtout quand des jeunes reprennent des magasins en temps de crise depuis 2008. Et donc, à la comparaison des patrimoines, à la comparaison des prix d'achat, à la comparaison des tailles de magasins, voire de l'expression des pouvoirs que donne le fait d'être dans une propre saga familiale ou clanique, ben oui, ça crée des déséquilibres régionaux ou même au niveau national. Et tout le travail, par la pédagogie, consiste, non, comme tu l'as fait remarquer à Nicolas tout à l'heure, pas simplement de faire de la pédagogie au niveau des dirigeants, ça suppose sans arrêt de ce que la base de la pyramide fasse sa compréhension, l'appropriation de la démarche, de sa propre perspective. Et en clair, il faut sans arrêt nourrir la perspective, qu'on appelle le projet, nourrir la perspective de manière à ce que le nouvel entrant ne se sente pas perturbé par le capital acquis et au contraire se nourrissent de l'idée que lui aussi, et donc il va participer à l'outil collectif. Mais c'est une dynamique, la gestion d'une coopérative, c'est une dynamique. Et dernier point, il faut éviter ce qui est arrivé à beaucoup de coopératives agricoles. Je ne sais pas trop dans le monde mutuel ou le monde bancaire, mais enfin si, on l'a connu aussi dans les grandes... On reconnaît que ça d'ailleurs, oui, pardon, chez Arkea ou les caisses régionales du Crédit Agricole versus les outils nationaux. En fait, position entre l'eau et le bas de la pyramide. Oui, mais souvent au milieu,
il y a l'intermédiation d'un corps expert dont on ne conteste pas l'expertise, mais qui a été tellement expert que la base lui a confié les clés et a perdu une certaine expression du pouvoir. J'ai connu ça dans les grandes coopératives agricoles, où le paysan finissait par ne plus être le maître de sa coopérative et se voyait même avec des niveaux de revenus inférieurs à celui qu'il payait. Donc ça crée évidemment une perturbation terrible. Et donc dans les coopératives de distribution, je vous rappelle que c'est comme ça que sont mortes les coopératives de consommation. Nous venons de racheter les dernières en Alsace, enfin les dernières qui étaient encore sous Coop. Autrement, elles étaient passées. Il y en a eu chez U, il y en a eu chez Carrefour. Il y a toujours Coop Atlantique qui est là d'ailleurs. Oui, mais en fait, à un moment donné, les Coop, j'ai connu ça même depuis mon adolescence, elles ont perdu la finalité de leur propre, de l'usager. Et celles qui, de Saintes ou de Normandie, avaient le plus la niaque sur ce sujet, se sont retrouvées très minoritaires sur le marché français, où le mouvement coopératif, aujourd'hui, a du mal. Ben, en Italie, elles sont leaders. En Suisse, mais sur un marché hyper protégé, elles ne tiennent pas le passage de la frontière. Copsus est venu, et Migros sont venus en France, mais ça n'a jamais marché. Et les coopératives de l'Europe du Nord sont sur des marchés aussi, je ne vais pas dire captifs, mais en tout cas, elles n'ont jamais réussi non plus à exporter leur modèle et à se confronter à l'efficacité d'un système U, d'un Intermarché ou d'un Auchan ou d'un Carrefour. Donc le risque, je le résume, se couper trop de la base, donc en permanence faire tourner cette lessiveuse, que l'eau arrive en bas, que le bas arrive en haut, sans jamais s'arrêter. Merci Eric, merci Michel. On va aller tout de suite voir si la soupe est bonne, pour rester dans la métaphore.